Bon, bien écoutez, merci d'être là, d'abord, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Delphine Mérard, qui est secrétaire nationale adjointe au travail et à l'emploi. Socialiste, oui. Comme dire les choses. Donc on est ravis de recevoir quelqu'un du Parti socialiste qui a cette responsabilité au sein d'une réflexion au travail et emploi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Christian Duterte, je suis le directeur scientifique de Tatémis, économiste de profession. Alors, nous avons reçu, Delphine, avant vous, nous avons reçu deux représentants de l'économie, voilà, je suis fatigué moi, des écolos, les Verts, Europe Écologie Les Verts, voilà. Nous avons reçu aussi des responsables du travail à la CFDT, puis ensuite une responsable Briard au Front de Gauche, puis deux responsables, cette fois-ci à la CGT, et nous sommes ravis de vous recevoir, à la fois pour discuter donc, de la façon dont le PS, en tout cas de vous réfléchissez la question du rapport entre le travail et la politique. Alors, toujours le travail comme enjeu politique, toujours à travers trois angles d'attaque, c'est-à-dire comment les évolutions actuelles du travail, les modifications du travail interpellent les politiques, la politique dans son ensemble, par exemple à travers les enjeux d'évaluation, par exemple, à travers les enjeux de professionnalisation. Donc comment tenir compte de la réalité des évolutions du travail, notamment depuis une trentaine d'années, du travail en tant qu'activité, pas de l'emploi, donc du travail ces 30 dernières années, comment ça nous interpelle d'un point de vue politique. Donc, le deuxième sujet qu'on aime discuter ici concerne plutôt les grands sujets de société et comment ces sujets de société finalement comment la question du travail trouve une place dans ces sujets de société. Les questions de sécurité dans le quartier, les questions de devenir de l'emploi et bien d'autres, et puis de santé absolument. Ouais, quand même. Et puis la troisième chose, on n'arrive pas toujours à discuter parce que ce n'est pas la plus facile, c'est finalement les évolutions du travail qui concernent l'ensemble de la société, en quoi elles concernent aussi le travail militant, le travail à l'intérieur des organisations syndicales ou politiques, et donc comment votre réflexion à propos du travail des autres vous interroge sur votre propre travail, et en quoi ce travail à l'intérieur de ces organisations politiques étant amené à évoluer pose des enjeux très démocratiques et sont en résonance avec des questions qui sont partagés par les autres que les militants. Voilà. Alors, c'est un peu les trois grands sujets que nous avons l'habitude de traiter. Donc, nous fonctionnons comme d'habitude. D'abord, nous avons écouté le temps qui vous convient, puis ensuite, on a une discussion libre avec des remarques, des questions des uns des autres. Généralement, c'est très convivial. Après, nous vous invitons, après cette séance, de nouveau avoir un pot juste à côté, où là vous pouvez continuer les échanges autour d'un verre. Voilà, alors Delphine, c'est à vous. On est le temps que vous disiez, voilà, tranquillement, et puis on engage aussi la discussion. Bonsoir, merci de votre invitation. Alors, je ne vais pas faire de commentaires météo, mais je me dis que tout le monde a envie qu'on soit rapidement autour d'un verre, peut-être y compris pour poursuivre l'échange. J'ai donc compris que le cycle de conférences, de rencontres de cette année était autour de la centralité du travail, comment c'est un enjeu politique et donc un enjeu de société. Vous avez trois grandes questions. Je vous laisserai sans doute me relancer sur celle qui concerne le travail des politiques. Moi, j'ai d'abord envie de dire que pour la gauche, et que donc pour son premier parti, le Parti socialiste, le travail est naturellement central. Alors ça ne veut pas dire qu'il a toujours été bien pris en charge, qu'il n'a pas parfois été oublié, etc., mais qu'il est pour moi naturellement central parce que c'est là où la gauche s'est construite et d'une certaine façon j'ai envie de dire c'est là où bat son cœur, où est la part essentielle et fondamentale de son identité, même si ça ne se résume pas à ça, en tous les cas c'est fondamental et que c'est vrai qu'on est
certain nombre. Je pense que globalement, le Parti socialiste l'a de fait reconnu ces derniers mois. C'est un domaine qu'on a sans doute abandonné depuis en gros une dizaine d'années, depuis ce qu'on considère nous être comme une conquête sociale importante, les 35 heures. Donc là aussi, on peut discuter de conditions de mise en œuvre, mais en termes d'éléments, enfin en termes de bataille politique, c'est une vraie bataille idéologique et culturelle importante. Ça a été une vraie bataille idéologique et culturelle importante, celle des 35 heures. Et que depuis cette bataille-là, en quelque sorte, et singulièrement lors de l'élection présidentielle de 2007, le Parti socialiste, et du coup, quand c'est le Parti socialiste, la gauche dans son ensemble, a perdu cette bataille culturelle autour du travail et a, dans la foulée, en quelque sorte, déserté ce champ culturel. C'est pour ça que moi, je trouve que tout ce qui contribue à débattre, à échanger autour est essentiel et fondamental pour le parti que je représente, au-delà, encore une fois, des débats et des confrontations qu'on peut avoir sur ce sujet. Depuis quelques années, et depuis notamment les 5 dernières années, le travail s'est imposé un peu comme valeur, et l'emploi à n'importe quelle condition s'est imposé aussi dans le champ politique. Ça, c'est le premier constat. Nous disons au Parti socialiste, le travail n'est pas une valeur en soi. On peut dire que la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité, la justice sont des valeurs, mais le travail n'est pas en tant que tel une valeur. Il a de la valeur, et c'est bien cette valeur-là qui doit être reconnue, d'un point de vue salarial, d'un point de vue symbolique, d'un point de vue vecteur d'émancipation, etc. Mais c'est pas en soi, une valeur. Et de même que l'emploi à n'importe quelle condition, quand ce sont n'importe quelles conditions de rémunération, de conditions de travail et de conditions qui pèsent aussi sur les conditions de vie, voilà, c'est pas acceptable et que l'emploi à n'importe quelle condition, ça n'a pas de sens. C'est quand même ça qui s'est imposé ces dernières années avec des contrats de moins en moins protecteurs, des salariés de plus en plus fragilisés, du coup une compétition, une concurrence entre les salariés. Et pour le coup, alors qu'on nous a martelé la valeur travail, l'emploi en quelque sorte n'avait plus de valeur. Le fait de travailler n'avait plus de valeur, de travailler dans n'importe quelles conditions. Donc le premier constat, pour moi, c'est celui-ci, on a perdu cette bataille-là, et voilà ce qu'il est advenu un peu d'un point de vue culturel et idéologique. Ensuite, dans un monde, dans un environnement mondialisé et très 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 concurrentiel, sous la pression d'exigences de rentabilité très forte et souvent déconnectée de la réalité, dans un univers aussi qui est professionnel, qui a été profondément chamboulé par le développement des... Ça, je pense que les personnes ici le savent encore mieux que moi, donc je suis presque gênée de rappeler tout ça, mais dans un environnement professionnel qui a été bouleversé par les technologies de l'information et de la communication, où tout va plus vite, à la fois les informations, les mouvements de capitaux, les licenciements aussi, parce que voilà, depuis quelques années, c'est plus facile de licencier des gens, c'est que voilà, c'est... Donc tout ça va beaucoup plus vite. Tout culturellement autour va plus vite, dans l'entreprise tout va plus vite, et que donc forcément on a des nouveaux droits à conquérir, des nouvelles protections à mettre en œuvre. Voilà, donc ça c'est les premiers éléments en termes de constat. Après on pourrait revenir évidemment, parce que c'est lié à tout ce que je dis, tout ça produit de la précarité, fragilise. Et du coup, et vous avez raison de faire le lien avec finalement la place centrale du travail, parce que tout ce qui est mis en cause quand le travail va mal, c'est tout ce qui fait société, c'est toute une partie en fait de l'espace public, de l'espace que les individus partagent entre eux. C'est pour ça que moi, je considère que c'est évidemment très très important de réfléchir sur le travail. Comment on produit des richesses, comment on produit de l'innovation. Après, il y a le débat sur comment on les partage, comment on les redistribue, mais c'est peut-être pas le sujet là, mais que c'est important de réfléchir sur le travail, important de parler du travail, comment on vit son travail, comment on vit au travail,
d'évoquer évidemment la question de la reconnaissance. J'en parlais très rapidement en introduction sur reconnaissance salariale, reconnaissance symbolique, place des salariés dans l'entreprise, et de faire que l'espace de travail reste un espace de conquête sociale et d'émancipation individuelle. Moi j'ai une vision, je dirais, ni angélique ni punitive du travail. Je considère simplement que c'est pas nouveau, mais que c'est assez catastrophique que ça apparaisse de façon flagrante ces dernières années. Le travail est vécu beaucoup comme un espace voilà, d'exploitation, d'aliénation, de souffrance, parfois les trois, parfois... Tout ça n'est pas une découverte, et moi je suis pas en train de dire que les conditions sont plus difficiles aujourd'hui qu'il y a 40 ans ou plus, c'est pas ça. Mais c'est qu'on peut estimer que le progrès, que les mobilisations militantes à gauche, mouvement social, mouvement politique, devraient nous faire progresser le travail et faire progresser la façon dont on travaille. Or, voilà, on est confronté à tout ce qui est souffrance, stress, accident, maladie, que finalement, quand on parle du travail, c'est des mots assez violents. Qu'on emploie. Et les individus, dans leur rapport au travail, sont de plus en plus comme confrontés à un manque de respect, à un manque d'attention. Quand le salarié est empêché de faire un travail de qualité parce qu'il n'a pas les moyens, qu'il n'a pas la formation, tout ça est extrêmement difficile. Et quand j'emploie les mots aliénation ou exploitation, c'est pas par provocation, c'est plus qu'il y a des situations qui sont quand même juste assez désespérantes dans l'entreprise, mais aussi dans le service public. Je ne sais pas si c'est un point que vous évoquez dans cette conférence, mais sur la situation, notamment en matière de santé ou de rôle, non pas des CHSCT, mais des CHS, quand ça s'arrête au OS, fait que c'est encore parfois plus difficile dans un certain nombre de fonctions publiques. Souvent, pour résumer la situation du salarié, aujourd'hui, quand je dis du salarié, j'ai envie de dire du travailleur, parce qu'on peut y associer aussi, par exemple, l'auto-entrepreneur, qui est dans une situation de dépendance à l'égard de, j'allais dire, ses donneurs d'ordre quand il a la chance de pouvoir développer malgré tout une petite activité. On peut associer sa situation. Moi, je prends deux exemples souvent. Le premier, c'est celui du pizzaiolo. Avec la file d'attente devant sa petite échoppe ou sa petite camionnette. En plus, plus le pizzaiolo fait des bonnes pizzas, plus la file d'attente est importante et plus il est sous pression du client. Alors, ce qui ne veut pas dire que le client se comporte mal, etc., mais qu'à un moment donné, je prends cet exemple-là parce que dans l'entreprise, on ne travaille que pour des clients. On a des rapports, des rapports purement clients-fournisseurs, et y compris au sein même des entreprises entre les différents services. Les différents services, ça se voit par le type de vocabulaire, par le fait que voilà, tout est très morcelé, très en silo, chacun dans son domaine. Et que ce spectre du client, il est extrêmement pesant. Et donc, je me dis que le travailleur, il a le choix entre être un peu ce pizzaiolo ou alors être, je reprends une image qu'on trouve dans l'industrie nucléaire et qui avait été très bien mis en évidence, je trouve, par la romancière Elisabeth Filleul il y a quelques années dans un roman qui s'appelait La Centrale, qui est le management par la dose. C'est-à-dire le fait que dans l'industrie nucléaire, en gros, on teste la résistance des ouvriers, souvent en plus évidemment précaires, sur des contrats très, très ponctuels, qui enchaînent différents contrats en fonction de leur résistance à certains niveaux de radiation. Et donc, il y a ce management par la dose. Et souvent, je me dis que dans l'entreprise, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il y a un test de résistance jusqu'où on tient. À ça se rajoute aussi des pénibilités. Alors on parle beaucoup, à juste titre, des nouvelles pénibilités évoquées avec le stress, les RPS, mais on voit aussi, c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur cette notion de progrès, et là où on bute quand même, par justement du fait, je reviens sur la question du client, sur le retour de pénibilité classique. Par exemple, dans des entreprises de transport,
il faut que le matériel roulant, les trains, les trams, les bus, soit disponible plus longtemps. Parce que les heures de pointe augmentent. Les gens ayant des horaires plus compliqués, ayant des temps de transport importants, habitant loin, alors c'est vrai notamment en région parisienne, loin souvent de leur lieu de travail. Donc du coup, en fait, pour maintenir en état de fonctionnement ce parc roulant, voilà, on redécouvre et on redéveloppe du travail de nuit sur de la maintenance ferroviaire, de la maintenance du matériel roulant, pour que le coût soit moins cher pour le client qui, par exemple, si on prend le train, le client c'est le conseil régional qui verse une subvention. On construit des ateliers finalement assez légers où les gens sont très peu abrités, par exemple, où on travaille beaucoup dans certains endroits en plein air, des choses comme ça. Et finalement, il y a tout un retour de ces pénibilités classiques parce que la pression du client, parce que faut faire plus vite, parce qu'il faut faire tout en même temps, qu'il faut produire plus et plus vite avec à la fois moins de moyens, et ça se traduit par pour le salarié avec moins de respiration, moins de protection, moins de reconnaissance. On lit beaucoup, on entend beaucoup de choses effectivement sur ces carences en matière d'organisation du travail. Et c'est vrai qu'il y a aujourd'hui un besoin j'ai envie de dire, d'imagination autour de comment on organise autrement le travail, et qu'on sorte, je le dis y compris surtout peut-être pour la gauche, un peu de l'alibi finalement de la fatalité. Et sortir l'alibi de la fatalité, c'est par exemple ne pas accepter idéologiquement des petites phrases comme finalement il faut accepter cette situation, sinon on est contraint de disparaître pour une entreprise. Est-ce que ça veut dire que dans ce cas-là, on ne mise uniquement que sur la concurrence par le coût du travail, par exemple? Et ça, c'est un vrai problème, et c'est un débat actuel. On dit, nous, souvent, au Parti Socialiste, pas très original, mais qu'on préfère mettre nos produits de qualité, les monter en gamme dans l'industrie, les innovations, les brevets, en concurrence plutôt que les salariés. Et que ça, c'est des choix politiques importants, qu'on n'est pas obligé de subir l'état du monde. Que dire nous sommes dans un système concurrentiel, oui, et alors une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on met en concurrence, qu'est-ce qu'on met, sur quoi on joue la différence. Il y a cette résistance un peu à la levée de la fatalité, et puis cette résistance aussi à l'arrogance du modèle unique. Le côté, il n'y a pas d'autre solution, on ne peut pas s'en sortir autrement, les autres le font, donc il faut qu'on fasse pareil, donc il faut qu'on joue sur le même terrain. Et qu'il me semble que pour la gauche, tout l'enjeu, c'est en quelque sorte de changer de terrain de jeu, de terrain de bataille. Dire, voilà, c'est pas par le coût du travail, voilà, c'est d'autres choses qu'on souhaite mettre en avant. Voilà, alors peut-être que je peux en venir, pour qu'on avance un peu sur, j'avance un peu d'ailleurs, sur, une fois que j'ai dit tout ça, et que je pense qu'on est pour nous nombreux à partager, on pourra échanger, c'est qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce que propose le Parti Socialiste, et peut-être que dans les échanges qu'on aura, vous aurez en tête d'autres propositions faites par vos précédents invités, sur lesquels vous aurez envie qu'on échange. Alors, je vais essayer de faire les choses en 3 temps. Le premier élément dans les propositions, mais je pense que tout le monde les a à l'esprit, je les redis peut-être que portait François Hollande pendant cette campagne. Je veux en reprendre quelques-unes qui rentrent, me semble-t-il, dans l'échange que nous avons aujourd'hui.
Le premier, alors ça va peut-être vous surprendre que je commence par ça, parce que vous me dire, finalement on revient toujours à la question de l'emploi. C'est pas qu'on revient toujours à la question de l'emploi, mais c'est que les deux me semblent évidemment liés. C'est-à-dire que le travail va d'autant plus mal que l'emploi va mal. C'est-à-dire que le salarié d'autant plus... non, je vois que monsieur n'est pas d'accord, donc on aura un bon échange. Alors je vous donne juste mon point de vue. Je vous donne juste mon point de vue, c'est-à-dire que le salarié est encore plus fragile, plus faible quand on a un chômage élevé, qu'il est encore plus seul. C'est dans ce sens-là que je dis ça. Après, je ne le dis pas pour me défausser ou nous défausser collectivement sur, puisqu'il y a un chômage très élevé, puisqu'il y a un vrai enjeu d'emploi, attaquons-nous d'abord à l'emploi et on verra après la question de la santé, la question des nouveaux risques, tout ça, finalement, c'est un peu un supplément d'âme et un luxe. Le jour où on aura le plein emploi, on pourra s'y intéresser. C'est pas ça que je dis. Je dis que c'est encore justement plus dur dans le travail quand il y a ce contexte de concurrence, de fragilité, quand en plus culturellement on est martelé, on nous martèle, c'est pas très français, on nous martèle le débrouille-toi tout seul, enfin y compris les publicités, tout ce que véhiculent les séries télévisées, la télé-réalité, tout ça. Enfin, c'est quand même assez marrant que au moment où justement les entreprises, notamment les grandes entreprises, parce que là aussi on pourrait revenir sur la différence entre les petites et les... on peut revenir sur plein de choses, donc évidemment c'est un peu général, donc je comprends que ça puisse un peu faire tiquer ce que je dis, parce que ça reste très général, mais quand on voit de grandes entreprises s'organiser de plus en plus par filiales, externaliser de plus en plus, sous-traiter de plus en plus, il y a des choses qui se comprennent tout à fait. Moi j'ai encore une fois pas une vision punitive ou absolument critique, c'est pas ça. Mais on voit cette espèce de dilution de responsabilité, et en même temps le salarié, on lui a jamais autant dit qu'il était responsable de sa situation individuelle que le mec qui est au chômage. Finalement il est responsable s'il se battait un peu plus, etc. Et tout ça gangrène quand même la société. C'est pour ça que vraiment ces dernières années, et souvent je dis depuis 5 ans, c'est plus que 5 ans, tout ça est plus compliqué, de plus longue durée. Même si je pense que ces 5 dernières années ça a été instrumentalisé, et c'est plus profond que ça. Cette espèce on se retrouve confronté à un dilemme, une contradiction sur la responsabilité. C'est, je caricature là aussi, donc monsieur va me reprendre, il aura raison, c'est le gars qui est au fond de la mine qui est responsable de tout, quoi. Enfin, il y a un petit peu ça quand même dans l'ambiance. Et moi j'apprécie beaucoup, comme d'autres, j'imagine les travaux d'Alain Supiot. Et dans son livre L'Esprit de Philadelphie, il y a une formule que moi j'aime beaucoup, qui est en gros ces dernières années, le rapport finalement entre dans la sphère du travail mais dans d'autres, c'est déplacé de la loi au lien. Alors on pourrait parler aussi du bouleversement de la hiérarchie des normes. Là je m'éloigne du sujet, mais ça fait partie aussi des éléments sur lesquels le gouvernement travaille aussi. Il va travailler avec les organisations syndicales sur le fait de remettre tout ça d'aplomb, parce que là aussi on bouleverse l'équilibre et on laisse encore plus seul le salarié. Et dans son livre auquel je fais allusion, Alain Supiot cite une phrase de la philosophe Simone Veil, qui écrivait en 1936, quelque chose que je trouve tout à fait pertinent: s'il fallait à la fois subir la subordination de l'esclave et courir les dangers de l'homme libre, ce serait trop. Et en fait c'est dans ce trop qu'on est là. C'est-à-dire que c'est à ça qu'on est confronté, c'est dans ce trop que des millions d'hommes et de femmes tentent de se débattre. Alors oui, je ne sais plus du tout pourquoi je disais ça, je me suis un peu échappée. À cause de les propositions, oui, mais à cause du lien entre emploi et travail. Oui, voilà, à cause de monsieur. Voilà. Non, mais ça m'a permis de citer Alain Supiot, donc je suis contente. Voilà, parce que j'avais voulu le passer. Mais et oui, donc pour justifier le fait que j'allais quand même dire des trucs sur l'emploi, mais on peut pas assez vite, une des propositions qui était importante et qui est aussi importante pour la gauche, parce que elle parle réellement, ça fait partie des propositions en matière sociale qui sont
clairement compréhensible et qu'une grande partie de l'opinion publique s'est appropriée. C'est ce qu'on disait sur la lutte contre les licenciements boursiers. Alors encore une fois, au-delà de la difficulté de la mise en œuvre d'une part, d'autre part du fait que ça ne règle pas tout et que les millions de chômeurs, ce ne sont pas tous des millions de chômeurs issus des grandes multinationales. Donc avec tous ces bémols-là, c'est aussi, je pense, important que le politique donne des signaux forts du côté duquel il se situe et qu'il envoie des messages. C'est pour ça que je fais ce lien, parce qu'il y a besoin aussi ce besoin de réassurance que la gauche politique et donc la gauche socialiste doit aussi à son électorat. Donc il y a la proposition de renchérir le coût du licenciement pour les entreprises qui licencient tout en versant des dividendes à leurs actionnaires. Et deuxième proposition qui va avec, c'est donner la possibilité aux salariés de saisir le tribunal de grande instance en cas de comportement de direction d'entreprise qui sont contraires à l'intérêt manifeste de cette entreprise. Et c'est le cas notamment d'entreprises qui déménagent nuitamment du matériel, il y a plusieurs exemples comme ça, et moi ça me semble un signal important. Le deuxième point que je voulais reprendre dans les propositions de François Hollande, qui s'inscrivent dans finalement comment le politique reprend la main, et comment et ça c'est un élément, je pense, important, cette recherche de dire le politique reprend la main et on n'est pas condamné à subir. On a ce débat sur les marges de manœuvre. Reprendre la main, ça ne veut pas dire que tout est facile. Enfin, c'est le débat européen d'aujourd'hui. Moi, je ne sais pas ce qu'il en sortira. L'importance, me semble-t-il, aujourd'hui, c'est que le gouvernement mène bataille contre la vision d'une Europe austère et d'une Europe de l'austérité. Après, principe de réalité, sur les gouvernements, sur la majorité des gouvernements en Europe sont des gouvernements de droite. Alors certains sont confrontés à de telles difficultés que les choses bougent, mais qu'il y a à un moment donné un rapport de force qui fait que ça reste compliqué. Mais au moins de s'engager jusqu'au bout et de mener bataille. Alors, je prenais ce premier exemple sur les licenciements boursiers. Le deuxième exemple que je veux prendre, c'est la lutte contre la précarité dans l'emploi, parce que là aussi, je me permets de faire le lien entre travail et emploi. Typiquement, la précarité est en quelque sorte l'enfant de la crise de l'emploi et de la crise du travail. Première des propositions dans cette famille-là de propositions pour lutter contre la précarité, c'est augmenter les cotisations sociales pour les entreprises qui abusent des contrats précaires. Alors tout ça reste pour l'instant général parce que ça doit faire l'objet de discussions au sein de la conférence sociale qui doit se réunir dans les jours qui viennent en associant les partenaires sociaux et le gouvernement. Et là aussi, c'est envoyer le signal que les baisses ou les exonérations de cotisations sociales, c'est pas un dû, et qu'à l'inverse, ça peut être un levier, c'est comme la fiscalité, hein. C'est un levier qui permet aussi à un moment donné de sanctionner ce qu'on considère être comme des dérives par rapport à l'équilibre social qu'on souhaite. Donc ça va avec supprimer les exonérations de cotisations sociales aussi pour les entreprises qui ne respectent pas l'égalité femmes-hommes, égalité professionnelle et salariale. Donc là aussi, on pourrait faire un très long laïus, et on pourrait aussi, vous pourriez me dire, depuis les lois Roudy, finalement, 30 ans après, on en est toujours à un écart de salaire énorme. Effectivement, et là, effectivement, c'est un exemple sur lequel le politique est confronté à... alors, je ne sais pas moi s'il est confronté à son impuissance, ou il est confronté à je vais jusqu'au bout de ce que je décide, et je ne repousse pas d'année en année un certain nombre d'exigences. Je tape du poing sur la table. On pourrait, alors ça sort moi je ne sais pas ce qui sortira des discussions sur ce thème-là, mais donc là ça n'engage que moi ce que je dis, mais il peut y avoir une réflexion autour de plans de rattrapage sur les salaires
des femmes dans un certain nombre d'entreprises. Il peut y avoir une réflexion aussi sur quels sont, c'est pas une surprise, les métiers les moins bien payés finalement parce qu'ils sont moins bien reconnus aussi, et en revanche, quelle pénibilité cachée on y trouve, quelles compétences nouvelles ils développent. Enfin, il y a tout ça à penser autour de ce sujet. Et moi, j'ai tendance à penser aussi que, par exemple, la création d'un ministère des droits des femmes est un élément important, parce que dans la dimension, y compris le rapport de force dans des arbitrages gouvernementaux, ça a aussi son rôle et sa place. Dans les propositions de François Hollande, je vais prendre un troisième exemple qui est la question de la démocratie sociale, qui a été beaucoup chahutée, me semble-t-il, ces dernières années, parce que, en gros, elle a été un peu bousculée dans tous les sens, finalement. Elle a été aussi, me semble-t-il, assez instrumentalisée, et avec finalement un discours du gouvernement précédent qui était très il faut dialoguer, mais à côté de ça, top, je passe en force, et puis je dialogue, mais en revanche je remets en cause un certain nombre de cadres de négociation, c'est-à-dire que je substitue en quelque sorte la dimension assez abstraite et pas très palpable de la discussion, du dialogue par rapport à la négociation. C'est pas la même chose, donc là, me semble-t-il, il y a des choses à reconstruire. Alors, il y a une proposition, je le dis d'autant plus clairement, qui a fait débat, y compris au sein du Parti socialiste, qui est la proposition de François Hollande d'inscrire dans la Constitution une nouvelle forme de démocratie sociale, en disant que tout texte de loi concernant les partenaires sociaux devra être précédé d'une concertation entre eux. Ça a fait débat, d'ailleurs ça continue à faire débat, c'est pas le débat du siècle, il y a des débats plus importants. Je pense que ce qui a guidé la réflexion de François Hollande sur ce sujet, c'est justement de constater que la négociation, la démocratie sociale ont été très malmenées ces dernières années. Il y a eu des lois de voter, puis le contraire de fait, il y a eu des passages en force, et donc se dire peut-être qu'il faut poser les choses. Donc voilà, et là aussi c'est un choix d'affirmation politique. Nous avons la mesure d'ouvrir aussi les conseils d'administration et les comités de rémunération des grandes entreprises aux représentants des salariés, là, qui est aussi un élément supplémentaire sans doute d'échange de démocratie sociale, et on renforce la place des salariés et de leurs représentants dans l'entreprise. Alors moi je dis ça très modestement, parce que je pense aussi qu'il y aurait beaucoup plus à faire, et qu'il y a d'autres choses importantes à mettre en œuvre dans ce domaine, et notamment une mesure qui au jour d'aujourd'hui n'est pas dans les propositions qui figuraient dans les engagements de François Hollande, mais qui figure dans les propositions du Parti socialiste, et qui fait partie des choses qui seront sans doute discuter ultérieurement, qui est de donner finalement le droit à la représentation syndicale aux salariés des petites entreprises, avec des représentants par bassin d'emploi, des choses finalement à inventer pour ces salariés-là, qui sont ceux c'est pas les entreprises dans lesquelles non seulement il n'y a pas les mêmes instances que dans d'autres entreprises, mais y compris où culturellement c'est pas évident de faire du syndicalisme. Et puis il y a une mesure qui a déjà été mise en œuvre, qui est la limitation de l'écart de rémunération de 1 à 20 dans les entreprises, soit les entreprises publiques, soit les entreprises dans lesquelles l'État est présent. Il y a un autre point que je finis avec ce point-là sur ce qui était mis en avant dans les propositions de François Hollande, qui est le dispositif, et qui va avec un peu, me semble-t-il, avec notre sujet d'aujourd'hui, qui est la mise en œuvre d'un dispositif de notation sociale obligeant les entreprises de plus de 500 salariés. Donc là aussi, quand on dit de plus de 500 salariés, ça pose la question pour les autres, et justement pour les autres où c'est encore plus difficile. Mais donc déjà pour ces entreprises-là, de respecter des critères de qualité de l'emploi et des conditions de travail.
Donc là, il y a aussi un travail à faire avec les organisations syndicales sur voilà, la définition de ces critères, et puis surtout pour qu'on évite d'avoir d'être dans des mécanismes de fonctionnement où on est, je reprends encore Alain Suppiot, sur du quantitatif plutôt que du qualitatif, du chiffre, du reporting, du tableau de bord, tout ça. Enfin, mais, et du coup, là, je pense que c'est vraiment un domaine sur lequel il y a des choses à inventer et à travailler. Après, sur sans doute d'autres choses qui devront être évoquées et sur lesquelles le Parti socialiste a travaillé ces dernières années. Il y a donc, ce que je disais sur la représentation des salariés des petites entreprises. Il y a le renforcement du rôle des CHSCT, important, notamment avec, voilà, sur la question de la souffrance au travail, sur les nouvelles pénibilités, sur ça. La question peut se poser aussi de la façon dont peuvent être saisis, ça engage plus moi plus que le PS, mais nous peut être saisis les comités d'entreprise sur tout projet concernant l'emploi, des choses comme ça. Enfin, il y a en matière de démocratie sociale des choses à améliorer. Et la question aussi de la médecine du travail qui s'est beaucoup posée ces dernières années. Il y a une forme de modus vivendi qui s'est trouvé, mais qui a été trouvé, mais il y a sans doute des choses à réouvrir sur ça. Après, en termes d'autres champs, me semble-t-il, de réflexion qui sont comment dire cela, qui ne sont pas encore complètement appropriés majoritairement par le Parti socialiste, mais parce que je pense qu'en interne de ce parti, comme dans tout mouvement, toute organisation, il y a des batailles à mener pour, d'une part, imposer certains thèmes et faire partager certains angles de vue. Moi, il y a quelques questions qui me paraissent importantes. La première, dans l'organisation du travail, tout ce qui a trait, on en avait un petit peu parlé, au mode d'évaluation, un mode d'évaluation individuel qui est évidemment pas sans lien avec les questions de santé et de souffrance au travail. Et qu'il me semble que ce mode d'évaluation individuelle qui... Alors, là aussi, il faudrait qu'on prenne plus de temps parce que forcément, le salarié attend aussi qu'on l'évalue, qu'on lui dise quelque chose, mais c'est sur la dimension très individuelle, très comportementale et qui relève beaucoup, me semble-t-il, d'une vision aussi idéologique, c'est-à-dire que finalement, l'évaluation individuelle relève du champ de la compétition, de la concurrence, et tout ça n'est pas culturellement, idéologiquement, me semble-t-il, acceptable pour la gauche. Et que là aussi, il y a sans doute des choses à penser et à penser différemment. Et moi, je pense que c'est quelque chose que la gauche politique devrait travailler en s'ouvrant plus à des recherches qui peuvent être menées dans ce domaine, qui est vraiment c'est quelque chose sur lequel on a besoin, me semble-t-il, d'échanger. De même, parmi les choses que je peux livrer comme ça, mais vraiment qui me concernent que moi, la question de la publicité qui pourrait être donnée aux objectifs qui sont fixés au cadre dirigeant d'une boîte. Parce que finalement, ces objectifs, ils descendent en cascade sur les salariés. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, pas une bonne idée, mais dans le sujet transparence, par exemple, ça pourrait être intéressant de dire finalement quels sont les objectifs de son N+1, N+2, en tout cas des cadres dirigeants des entreprises. Donc ça, c'est sur l'évaluation, sur les objectifs. Sur le temps de travail, qui, là aussi, au-delà de la question du respect de la durée légale, c'est comment on fait respecter cette durée légale. Alors, moi, je ne vois que des gens qui travaillent plus que ceux pour qui on est payé. Donc c'est un vrai problème.
tout ça n'est pas un problème quand ça arrive de temps en temps à un cadre qui par ailleurs est reconnu dans sa boîte, fait un boulot qu'il passionne et tout ça. Il ne s'agit pas d'avoir une vision boutiquière. Mais en même temps, je pense qu'un ouvrier peut avoir une vision boutiquière, c'est-à-dire petit salaire, voilà. Mais qu'en tous les cas, la question se pose, elle se pose pour l'ensemble des salariés, et que le développement de toute technologie de l'information et de la communication, c'est évidemment, enfin, tout le monde ici le sait plus que moi, donc j'ai vraiment l'impression de dire des poncifs, c'est juste horrible, mais c'est très compliqué parce que, clairement, si je prends mon exemple, moi si j'ai pu venir ici à 6h30 ou presque, c'est aussi parce que je suis équipée par mon entreprise d'un BlackBerry, que je peux consulter des trucs, passer des coups de téléphone, et que ça laisse cette liberté-là, mais parce que je sais que je peux me permettre ce jour-là de partir à cette heure-là. Donc on a tous des exemples comme ça où concrètement, oui, ça permet de... Mais sauf que, in fine, c'est pas ça, quoi. Voilà, c'est pas ça, c'est plus compliqué. Il y a le sujet du temps partiel, et il y a eu l'année dernière un très très bon rapport de la délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale, qui a fait beaucoup, qui a un rapport remarquable, et qui pointait beaucoup d'éléments qui contribuent à la précarité des femmes, mais qui finalement contribuent à la précarité de tous les salariés. Et donc évidemment, il y a la question du temps partiel. Alors il y a, me semble-t-il, deux sujets importants. C'est la coupure dans une même journée de travail, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense que vous pourrez imaginer de fixer une limite. Est-ce que c'est pas plus de 2 heures? Est-ce que c'est voilà, quelque chose comme ça? Et puis, vous pourrez aussi imaginer, quand je dis imaginer, c'est qu'en gros, ça n'engage que moi, imaginer de ne pas avoir de temps partiel inférieur à 20 heures. C'est la proposition que faisait la délégation aux droits des femmes, présidée par une députée UMP à l'époque. Parce que, moi, je vais vous dire, je ne crois pas au temps partiel choisi. Alors, c'est-à-dire que je pense que d'une certaine façon, le temps partiel, il est toujours subi. Alors, il y a des moments où il est encore plus subi que d'autres. Mais dans l'absolu, il y a plein de gens qui, plein de femmes, souvent, c'est quand même largement des femmes qui font temps partiel, qui le choisissent. Je parle par exemple de celles qui, grosso modo, financièrement, peuvent se le permettre et se disent, voilà, c'est une respiration, ça permet de passer plus de temps avec les enfants, plus de temps pour ceci, plus de temps pour cela. C'est que si elles faisaient 35 heures, dans des conditions qui permettent de s'organiser, je pense qu'il y a plein de femmes qui n'auraient pas besoin de choisir ce temps partiel. Je parle de celles qui le choisissent. C'est pour ça que je pense qu'il y a, au-delà de celui qui est vraiment subi, ou c'est ça ou c'est rien, c'est que même quand il est choisi, il n'est jamais complètement vraiment choisi ou très 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 exceptionnel. Très exceptionnel. Après, je vais terminer par une proposition. Alors, il y a qui n'a rien à voir avec ça, mais qui moi me tient à cœur, mais encore une fois qui est dans le domaine de j'imagine. C'est la question de la façon dont les salariés peuvent défendre leurs droits quand un certain nombre de voies classiques, on va dire, de recours sont épuisés. Dans les propositions de François Hollande, il y a une proposition qui était déjà présente dans les précédents projets du Parti socialiste, qui est la possibilité de faire des classes actions, donc des actions collectives. Et là, on se dit qu'en matière de... On est quelques-uns à se dire qu'en matière de droit du travail, de situation de harcèlement, alors faire attention aux mots, de pression, etc., ça pourrait être intéressant d'avoir cette possibilité d'action collective. Et puis il y a un second thème, mais là aussi, encore une fois, qui est dans le domaine de j'imagine, c'est en matière de politique pénale. En général, quand un État veut envoyer un signal fort, il met en place un parquet dédié. C'est le cas sur un parquet antiterroriste. Il y a 2 domaines dans lesquels on pourrait se dire qu'un parquet dédié pourrait être intéressant. C'est la lutte contre la fraude fiscale, par exemple, qui coûte des millions. Et ça peut être la question sociale aussi. On pourrait imaginer un parquet dédié au traitement des atteintes aux droits du travail. Voilà. Ça pourrait, plutôt que d'être noyé dans la masse d'autres dossiers. Puis là aussi, c'est une question de signal à envoyer.
Voilà quelques exemples. C'est un peu décousu, un peu dans tous les sens. Je sais pas, je peux peut-être m'arrêter là. C'est pas vraiment une conclusion, d'ailleurs pas du tout. Mais ça permet, du moins le fait qu'il n'y ait pas de conclusion, de poursuivre